Soyez déjà tout d'abord les bienvenus à ce webinaire. Si jamais vous êtes constructeur ou hébergeur et que vous voyez apparaître l'un de vos hébergements sur cette présentation, n'hésitez pas à le dire, à vous nommer et à donner peut-être votre contact. Moi, je ne suis pas du tout fermée au fait que les gens utilisent le fil de discussion pour communiquer sur les produits qu'ils proposent. Alors du coup, peut-être pas à n'importe quel moment. Donc attendez, je vais nommer d'ailleurs certains d'entre vous. Je n'ai pas pu voir toutes les personnes présentes, mais j'avais vu un petit peu les inscrits. Donc voilà, j'essaierai un petit peu, quand je vous nomme, n'hésitez pas vraiment là, envoyez votre contact. Et puis, je mettrai un moment également pour les constructeurs, notamment, j'ai vu qu'il y avait certains constructeurs qu'on connaît peut-être pas. Donc, je vous le redirai tout à l'heure si vous voulez remettre donc, votre contact dans le fil de discussion. Et nous, on va enregistrer tout ça pour peut-être prendre contact avec vous. Et en tout cas, pour ceux qu'on n'a pas, vous ajoutez à notre annuaire des constructeurs. Donc, sachez qu'en tout cas, ça nous intéresse. À l'inverse, par rapport aux droits d'auteur, moi, je vous demanderai si vous utilisez des choses que je vais vous donner aujourd'hui, forcément de nommer l'agence Hautes Insolites, de nommer tout simplement, quoi. Et puis, si jamais vous utilisez une bonne partie de cette information-là, nous demander notre accord, en fait, comme ça se fait assez souvent. Je vais commencer, je veux juste terminer par remercier donc Olivier de YouLive Studio qui m'a aidé dans l'organisation de ce webinaire. Comme je vous le disais, c'était une première. Donc on a eu vraiment besoin de lui. Alors, le programme, je vais déjà commencer par présenter l'agence Hautes Insolites et par me présenter moi-même dans quelques minutes. Ensuite, on va faire une rapide introduction à l'hébergement insolite. Alors, ce que j'appelle l'introduction, on va voir un petit peu une définition, on va tenter de voir une définition de l'hébergement insolite. On n'en a pas en France, donc on va voir la mienne déjà, qui est tout à fait subjective, et également celle de la Belgique, qui elle, par contre, est officielle. Donc, il faut savoir que depuis plusieurs années, la Belgique a une vraie définition de l'hébergement insolite. Et puis ensuite, on va entrer donc dans le vif de notre sujet, donc cette enquête sur les porteurs de projets, pour vous donner un peu d'informations sur eux. Alors, je la compléterai, cette enquête, avec bien sûr l'expérience que j'en ai, moi, d'accompagnement des porteurs de projets depuis 4 ans. Et puis l'idée, c'est d'essayer de donner des réponses à chacun d'entre vous, en sachant que vous avez des profils très variés, parce qu'on a fait ce webinaire au départ plutôt pour les constructeurs, en souhaitant y ajouter après les institutionnels et les conseillers en création d'entreprise. Et puis finalement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de porteurs de projets et même peut-être d'hébergeurs qui étaient là aujourd'hui. Mais normalement, tout le monde devrait avoir pas mal d'informations quand même. Je commence par présenter l'agence Hautes Insolites. Donc, l'agence Hautes Insolites, j'ai créé en premier, moi, le site internet en 2016, alors que je travaillais toujours à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Marne à cette époque-là. Mais parce que je savais qu'il fallait qu'il y ait un site qui soit fait un petit peu d'avance, et puis je voulais avoir mes premières expériences d'accompagnement. Donc le site, lui, il a 5 ans, mais la création d'entreprise effective, elle a été en juillet 2017, donc on fête l'anniversaire, là on a fêté l'anniversaire il y a quelques jours, et le lancement de la première formation en janvier 2018, ce qui a été un gros tournant dans l'activité, parce qu'au départ, je pensais plutôt faire de l'accompagnement individuel. Et finalement, du jour où j'ai lancé une date de formation donc pour les porteurs de projets, c'est le principal, c'est le cœur de notre activité. En fait, ces formations, elles ont décollé. Donc, j'avais prévu en faire 4 la première année avec 4 ou 5 personnes dans mon propre gîte. Et finalement, je me suis retrouvée avec 11 formations, 7-8 personnes, et du coup, j'ai déjà dû trouver dès le début un lieu pour les faire. Donc, ça a été une réorganisation permanente parce que, vous vous en doutez, avec ce qui s'est passé également l'année dernière, l'organisation des formations a été sans cesse chamboulée, et donc il a fallu sans cesse trouver alors déjà des lieux plus grands, et également le fait du coup de proposer cette formation à distance, ce qu'on a réussi à faire assez rapidement en webinaire et puis sous format de e-learning depuis le mois dernier. On est partie prenante dans 2 structures différentes. Donc, CAE Bourgogne, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est proche des coopératives agricoles. En fait, c'est un regroupement d'une 50aine d'entrepreneurs qui, eux, font toutes sortes de métiers différents. Et donc, en adhérant à cette CAE, on fait partie des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et notamment, la CAE, c'est elle qui a le numéro d'organisme de formation, qui est donc labellisé, alors sous Calliope pour le moment, et puis sous Datadoc dès le mois de septembre, quand on aura eu le rendez-vous.
L'autre structure à laquelle on appartient, c'est l'association Lagare, donc c'est le groupement d'acteurs ruraux en écoactivité sur le territoire du Parc national de Forêt. Donc c'est le territoire sur lequel on est implanté, entre la Haute-Marne et la Côte d'Or, le tout dernier parc national qui a été créé en France. Et du coup, on est adhérent là, on est notamment, c'est notre espace de coworking, ça a été pendant longtemps le lieu de nos formations. Et puis, on est partie prenante sur l'organisation de cette structure. En fait. Je continue avec les services de l'agence actuellement. Alors, je ne vous ai pas dit, mais vous avez peut-être remarqué, on a une actualité en ce moment, c'est le changement de charte graphique, donc qui fait que c'était peut-être un petit peu perturbant entre les réseaux sociaux et le site où on n'a pas encore eu le temps de faire ce changement, parce que du coup, sur ces dernières semaines, on s'est plutôt focalisé sur ce webinaire, mais donc on a choisi de faire un gros changement de charte graphique avant la mise en place de notre e-learning, puisque bien sûr, lui, il reprenait beaucoup de nos logos et on avait besoin de toute cette vraie charte graphique alors que c'était plus simple. Les deux choses sur lesquelles on travaille en ce moment, donc on a la formation Ouvrir des hébergements insolites, je vous disais depuis le mois de juin, qui est en e-learning, et on continue malheureusement un tout petit peu en présentiel, bien sûr, avec tout ce qui se passe. On reçoit entre 25 et 40 porteurs de projets chaque mois. Et cette formation, elle est éligible au CPF, en fait, tout simplement. Donc, il y a à peu près 99% des stagiaires, des porteurs de projets qui ne payent pas la formation, qui passent par leur CPF. Je vais en parler beaucoup de cette formation, bien sûr, puisque c'est sur elle que je me base là pour vous donner une grande partie des infos que je vais vous donner. Le label Hautes Insolites, donc un label qui était à la base réservé à nos stagiaires, aux personnes qui avaient déjà suivi notre formation, qu'on a lancé, alors pas de bol, en mars 2020, donc bien sûr ça a été un petit peu décalé, mais qui du coup a eu un grand succès puisqu'il a suivi le succès des hébergements insolites de l'année dernière, du fait que les gens sont réalisés, il y a eu un fort engouement, comme vous le savez peut-être, pour nos hébergements. Et du coup, le label a suivi. Donc, on n'a jamais vraiment pris le temps de communiquer dessus. On a 29 hébergements pour le moment, ce qui n'est pas énorme, mais on n'a jamais été chercher qui que ce soit, en fait. Donc, l'idée, c'est de travailler davantage sur ce label dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. On a aussi des projets en cours, donc qui sont plutôt sur la fin d'année 2021. Donc, tout d'abord, on voudrait lancer un observatoire permanent de l'hébergement insolite. Donc, si jamais vous êtes hébergeur, ça peut peut-être vous intéresser. On recherche 100 hébergeurs qui accepteraient de nous donner leurs résultats, en fait, leurs chiffres chaque mois, alors de façon anonyme, bien sûr, et qui pourraient en échange avoir accès aux chiffres des autres, avec ce qui est intéressant forcément, ce sont les moyennes de tout ça. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un petit peu d'infos concrètes sur l'évolution de ces chiffres, en sachant qu'en France, on n'a pas de chiffres officiels sur l'hébergement insolite, puisque l'INSEE n'a pas de case propre. Alors, vous savez que les hébergeurs ont obligation d'envoyer, tous les autres hébergeurs, ils ont obligation d'envoyer leurs chiffres tous les mois, notamment où ils donnent leur chiffre d'affaires et également la nationalité des clients. Enfin, c'est ça qui nous permet d'avoir des choses sûres sur le tourisme en France, des choses officielles. Et puis, du coup, nous, on ne peut pas se caler dans ces chiffres-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu plus d'infos sur tout ce qui est taux d'occupation. Et voilà, on n'a pas encore arrêté tous les chiffres qu'on va demander. Bien sûr, on ne pourra pas en demander trop non plus. Donc, c'est un gros travail déjà dès maintenant. On va s'attarder déjà à faire une liste de la totalité des hébergements insolites qu'il y a en France, ce qui est déjà un travail qui va pas mal nous occuper sur les mois de juillet et août. On va commencer à partir du mois de septembre les formations pour les hébergeurs également, donc qui vont s'appeler développer ces hébergements insolites, avec Anne-Laure Hérault, donc de Tendance Insolite, qui doit être parmi nous, notamment Anne-Laure, si tu veux peut-être mettre dès maintenant ton contact. Donc là, cette formation pour les sites déjà en activité, elle aura vocation alors à peut-être acquérir de nouveaux hébergements, à connaître un petit peu la réglementation pour justement l'urbanisme pour ces nouveaux hébergements. Et puis Anne-Laure s'occupera de toute la partie commercialisation et communication également. Le dernier gros projet sur lequel on travaille, alors c'est un projet sur lequel je travaillais déjà moi quand j'étais toute seule il y a quelques années, le site Équipement Insolite. Si j'en parle, c'est parce qu'il peut aussi intéresser notamment les constructeurs. C'est un site où j'aimerais pouvoir regrouper tous les équipements qui vont intéresser les hébergeurs insolites. Et du coup,
J'ai malheureusement pas encore eu beaucoup le temps de consacrer à ce site-là. J'ai la liste quelque part. Le site, il est déjà en ligne. Je l'avais mis en ligne l'année dernière pour présenter certains hébergements pas très chers pour notamment développer de l'activité pour les sites d'hébergement insolite qui ont rencontré des problèmes à cause de la Covid. Mais l'idée, c'est vraiment de le développer. Donc, c'est en cours. Alors, notamment, c'est en cours directement grâce à la petite équipe que je vous présente là. Donc, j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi, alors à temps plein ou presque un temps plein. J'ai aussi Camille et Cécile avec qui vous pouvez être en contact si jamais vous nous contactez, mais qui sont plutôt sur des horaires un petit peu en complément de ce qu'elles font à côté ou quand j'ai besoin. En fait. Mais par contre, je vais quand même vous présenter donc Marie, qui est la personne qui répond aux questions plutôt sur les formations et qui s'occupe de tout ce qui est prise en charge, tout le temps que ça prend de faire les prises en charge. Et puis, on a Émilie qui vient nous rejoindre en stage pour le moment et je l'espère très bientôt en alternance, qui, elle, est le contact pour le label, en fait. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions. Et puis, notamment, Émilie est là avec nous si jamais il y a des questions, elle pourra vous répondre. Je vous renvoie vers les 2 groupes qu'on a, donc les groupes des professionnels de l'hébergement insolite en France. Je crois que c'est sûr que c'est le nom sur Facebook et je crois que ça ressemble beaucoup sur LinkedIn, qui est un groupe sur lequel je partage, et je partage moi de l'information quand il y a des nouveautés au niveau de la réglementation ou si jamais il y a par exemple un salon ou un salon annulé à l'inverse. Malheureusement, on est plutôt là-dedans en ce moment. Et puis également, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Alors, je suis un petit peu moins à l'aise avec Instagram, mais en tout cas, je mets un petit peu d'informations également. Je termine par me présenter finalement. Donc, moi, je suis Adeline Lenoir. Je suis une professionnelle du tourisme depuis plus ou moins toujours. Alors, pour vous dire, j'ai commencé à travailler plutôt dans l'humanitaire, en fait. Et c'est finalement, bizarrement, l'humanitaire qui m'a ramenée au tourisme. Parce que c'est quand je travaillais au Maroc avec les enfants des rues que je me suis rendu compte que le tourisme, ce n'était pas juste quelque chose de positif, puisque vous savez certainement, en fait, les enfants des rues sont directement liés au nombre de touristes qu'il y a dans les villes. Et quand je suis revenue, j'ai directement j'ai travaillé pendant 2 ans pour une association où j'organisais des voyages et ça m'a renvoyée vers des études en tourisme. Donc, j'ai repris des études en tourisme plutôt tard. Mais au bout du compte, vu mon âge, alors pas si avancé que ça, mais quand même, ça me donne une expérience d'une 20aine d'années dans le tourisme où j'ai vraiment voulu absolument tout essayer parce que l'idée, c'était un jour d'être consultante en tourisme durable parce que vraiment, ça a été tout de suite moi, mon approche de ce milieu du tourisme. Et puis encore plus, je me suis passionnée pour l'hébergement insolite depuis très longtemps. Et ce qui m'a permis de prendre plein de notes depuis des années qui me donnent plein d'infos, dont certaines que je vais vous partager juste après sur, par exemple, l'histoire de l'hébergement insolite. Donc voilà, en gros, cet hébergement insolite, moi, j'y crois à fond. J'y crois parce que pour moi, c'est un hébergement écologique, tout d'abord. Et puis aussi, la deuxième raison pour laquelle j'y crois, c'est parce que je pense que c'est une super possibilité pour des gens qui vivent en milieu rural, notamment, de développer une activité. Alors, soit 100% d'hébergement insolite, soit également en complément d'une activité, par exemple d'artisan ou d'autre chose. Donc, pour moi, c'est un sujet, en fait, qui n'est pas assez traité, je dirais, qui n'est pas assez valorisé, parce que finalement, à part les journalistes qui se passionnent pour ce milieu-là, on en entend assez peu parler. En tout cas, on en entend peu parler en tant que solution écologique par rapport à tout ce qui est sur tourisme ou par rapport au fait de faire venir des gens dans un territoire où il n'y a personne qui viendrait autrement, notamment les petits territoires qui ont du mal à se faire reconnaître. Donc voilà, je suis peut-être un petit peu, vous le verrez, je suis peut-être un petit peu intégriste, parfois un peu excessive, on va dire, dans mon discours, parce que j'y crois à fond et que j'ai quelques collègues, heureusement, avec moi. Mais sinon, on n'est quand même pas si nombreux que ça à croire dans ces hébergements-là en France. Je commence avec la définition de l'hébergement insolite. Alors, je vous disais, ça, c'est la mienne, en fait. Pour ceux qui sont porteurs de projets, dans la formation, on commence par faire la vôtre. Donc, moi, j'ai noté concept subjectif d'hébergement destiné à l'accueil de touristes qui se différencie par sa forme, son emplacement ou son histoire. Un mot qui est très important là-dedans, c'est le côté subjectif, parce que je veux pas faire on n'a pas trop le temps de faire de questionnaires en ligne, mais si je vous demandais par exemple, est-ce qu'un vieux camion, c'est un hébergement insolite? Est-ce qu'une caravane vintage, c'est un hébergement insolite? On ne serait pas du tout d'accord sur plein d'hébergements. Et c'est un discours qui peut, c'est des débats qui peuvent durer assez longtemps. Donc le côté subjectif de l'hébergement,
pose un petit peu problème aussi quelque part dans la reconnaissance qu'on en a, puisque on n'est déjà pas tous d'accord sur qu'est-ce qui est un hébergement insolite ou pas. Pour moi, on a vraiment ce côté d'hébergement insolite, et notamment c'est les personnes que je prends dans mes formations. Ça va vraiment être des hébergements qui étaient à la base, c'est vrai qu'il y avait une certaine mobilité à la base et qui ont été sédentarisés, ou bien des hébergements qui ont été créés pour y accueillir des touristes. Donc, contrairement à la définition, alors qui n'est peut-être plus sur Wikipédia, mais qui avait il y a quelques années sur Wikipédia, les tentes qui abritaient les rois pendant les guerres à l'époque médiévale, ça, ce ne sont pas des hébergements insolites, clairement. Par contre, une tente médiévale aujourd'hui qui serait sédentarisée, qui ne bougerait pas et qui accueille des clients, ça, c'est un hébergement insolite. Donc, on a la même chose sur les tipis, sur les yurts, qui sont à la base des hébergements qui sont faits, qui sont des vrais hébergements d'ailleurs, qui sont des vrais habitats pour certaines personnes, et que nous, on a transformé dans le sens où on les garde, on a enlevé le côté sédentaire, le côté nomade, pardon, et puis surtout, c'est cette vocation touristique qui est importante. Je vous donne la définition pour nos voisins belges. Donc, je trouve qu'elle est intéressante dans le sens où nous, on n'en a pas. Donc, depuis le 1er janvier 2017, quand même, ils ont pas mal d'avance sur nous. Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendu et inhabituel, notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations ou de sa situation géographique unique. Donc voilà, quelque part, ça ressemble finalement un petit peu à la mienne, c'est juste pas mal plus officiel. Je continue avec l'histoire de l'hébergement insolite en France. Alors si je précise en France, c'est parce que nos voisins anglophones ou hollandais, par exemple, ils ne voient pas l'histoire de l'hébergement insolite pareil, et notamment sur son origine. Moi, je voudrais commencer alors, par un petit aparté qui, d'ailleurs, c'est peut-être, quand je commence déjà par être excessive, je voudrais juste rappeler que l'histoire du camping, et ça, c'est pas forcément, il n'y a pas que Wikipédia qui nous le rappelle, il y a aussi nos cours de tourisme pour ceux d'entre vous qui ont fait leurs études dans ce milieu. L'histoire du camping, elle est quand même venue de sportifs français qui se sont inspirés des propriétaires anglais au XVIIIe siècle, qui, eux, allaient visiter leur terrain grâce à des tipis et des roulottes. Et du coup, si j'insiste toujours un petit peu, c'est pour rappeler que l'histoire du camping, elle s'est faite de tipis et de roulottes et pas de mobil-home et de camping-car. Donc, je ne vais pas considérer que l'hébergement insolite commence là, bien sûr, parce que du coup, c'était des choses privées, mais ça n'empêche que c'est quand même un petit truc important, je trouve, à dire. Les premiers hébergements insolites qu'on recense en France, il y en a peut-être d'autres, hein, comme moi, je n'ai pas pu recenser, mais les premiers, ce sont des tipis par une dame qui s'appelle Claire de la Tour, qui est donc passée par la sellerie Jean Lehmann. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un peut-être de la sellerie Jean Lehmann avec nous, là c'est pareil, c'est le moment si vous voulez nous donner vos coordonnées. Donc Jean Lehmann, qui est peut-être là lui-même, je le salue si c'est le cas, qui avait l'idée, comme le nom l'indique apparemment, de faire plutôt des selles pour ses chevaux. Et quand il a commencé à créer ses premiers tipis, ça a créé une émulation. Il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans. Donc, on a encore une annonce de 98 sur ces tipis de Claire de la Tour. Ensuite, on a eu les yurts en 2002, alors sur 2 sites différents, yurt.com et yurtmongol.com, donc les fondateurs de ces 2 sites-là, ils venaient de passer 2 ans en Mongolie pour avoir vraiment des vrais yurts mongols. Et par contre, ça leur a pris un petit peu de temps d'industrialiser, entre guillemets, la fabrication, parce que la Mongolie, c'est un pays où les gens fabriquent eux-mêmes leurs yurts, donc il n'y avait pas de possibilité d'envoyer. Par exemple, s'il y avait une commande pour 5 yurts, il n'y avait pas trop de possibilités. Donc, ça a vraiment continué ces hébergements sur leur côté écologique, abordable et sur une sorte vraiment de séjour un petit peu autrement. Alors, le terme d'hébergement insolite n'existait pas encore à l'époque, mais en tout cas, ça a donné ça a commencé vraiment à lancer cette émulation donc, de ce qui allait s'appeler plus tard l'hébergement insolite, dans sa partie écologique au départ. Ça a continué encore un petit peu avec les roulottes et les cabanes en l'air, parce que les premières versions, donc les premières roulottes en 2003 par l'entreprise Roulotte de Campagne, qui a fermé désormais, et puis les premières cabanes en l'air, c'était en 2003, donc en camping du Domaine des Ormes, en Ille-et-Vilaine, donc dans un camping du coup. Ces 2 hébergements-là, ils ont commencé à avoir un côté un petit peu plus luxueux, en fait, mais on restait dans quelque chose d'assez soft, notamment les premières cabanes dans les arbres.
J'appelle ça plutôt en général des cabanes Robinson, par opposition aux cabanes d'aujourd'hui qui sont très luxueuses. On a continué encore sur cette gamme plutôt écologique, plutôt retour à la nature, avec les tentes lodge, donc les premières en 2004 par le groupe Utopia, à nouveau sur des sites qui sont sous un format de camping. Et ensuite, au milieu des années 2000, on a les premières bulles qui sont arrivées par la société Bubbletree. Alors c'est pareil, quelqu'un a été inscrit. Je ne sais pas si vous voulez vous inscrire, si vous voulez vous présenter pour parler, pour donner votre contact. Donc les premières bulles en France par la société Bubbletree, qui ont donné, elles, une sorte de Y dans notre hébergement insolite, dans le sens où ça a commencé à attirer une clientèle un peu différente, plutôt glamour, ce qui a donné pour les Anglais le mot glamping, et du coup qui a finalement permis de viser un autre type de clientèle. Et même si moi c'est plutôt le côté écologique qui m'a attiré à la base, je reconnais volontiers que sans ce côté glamour, on n'aurait peut-être pas eu autant de succès dans le futur, et notamment les journaux ne seraient peut-être pas autant intéressés à nous. Ensuite, on a continué sur ce côté un peu romantique avec les cabanes flottantes. Donc les premières cabanes flottantes, c'est par Gaspard de Moustier aux cabanes des Grands Lacs en Haute-Saône. Donc c'est un site où il y avait déjà des cabanes perchées, et puis du coup, le fait d'avoir proposé ces cabanes flottantes, c'est pareil, c'était un peu... Alors, il y a un côté summum du romantisme, en fait, d'être sur ces cabanes. Et notamment, à partir du moment où ils sont venus s'y ajouter des spas, en fait, qui sont encore en plus sur le côté romantique. Les tiny house à partir de 2013, donc là, par Yvan Saint-Jour, le fondateur de Kaizen, donc les tiny house qui ont été conçus en 1929 aux États-Unis, mais qui venaient de réapparaître en 2008 avec la crise. Ces tiny house, elles ont une particularité, c'est qu'elles servent principalement, a priori, enfin en tout cas autant, à moitié-moitié, pour des habitats, pour des gens qui y vivent, donc, que pour des hébergements insolites. Donc là, les tiny qui se construisent aujourd'hui en France n'ont pas toute vocation à être des hébergements insolites. Je vous présente l'enquête. Donc, on a eu la réponse, on en a visé plus, mais vous savez que ce n'est pas évident d'avoir des réponses des gens. On a eu 170 réponses, donc forcément anonymes, donc 170 entrepreneurs en insolite, entre novembre 2020 et mars 2021. Et on les a eu, ces personnes, notamment sur les groupes privés des stagiaires de nos formations. Donc, on a un groupe privé pour toutes les personnes qui font la formation en présentiel, et ensuite, on a un groupe privé pour chaque webinaire. Donc, pour chaque mois, il y avait on avait un petit peu moins de monde peut-être sur la fin de l'année dernière, donc entre 20 et 35 personnes. Et l'objectif, mon idée au départ, c'était vraiment, je m'étais un peu focalisée sur l'urbanisme, connaître le réel impact de l'urbanisme sur les projets, parce que depuis le début, je sais qu'il y a un problème sur l'urbanisme, mais du coup, juste par l'échange avec les stagiaires, je n'arrivais pas à dire concrètement combien de temps les gens perdaient en fait. Je vous présente donc rapidement ce qu'on va voir là, donc le profil des entrepreneurs, les projets sur lesquels ils sont. Les contraintes, donc ce que j'appelle les contraintes, c'est les choses qui sont vraiment un frein au développement de l'hébergement insolite en France. Et puis enfin, les points de vigilance, c'est les choses très spécifiques qui vont peut-être, qui vont bien sûr intéresser les porteurs de projets, mais également les gens qui font de l'accompagnement en création d'entreprise, parce que c'est des choses que vous ne rencontreriez pas, que vous n'auriez pas à aborder avec sur d'autres métiers, alors que vous soyez que sur du tourisme ou sur d'autres choses. Alors, qui sont-ils, ces porteurs de projets? Tout d'abord, on a posé la question sur leur expérience professionnelle. Alors là, je n'avais pas trop de surprises. Il y a des résultats, je vous le dirai un petit après, qui m'ont un peu surprise, mais ça, pour le coup, je m'y attendais un petit peu. On a 75% de gens qui sont en reconversion totale. À côté de ça, 15% qui sont des anciens professionnels du tourisme. Ça, j'avais vu qu'il y avait quand même pas mal. Et il y a seulement 11% de gens qui sont encore en activité dans le tourisme. Par rapport à la reconversion totale, il faut savoir que l'hébergement, de manière générale, en tout cas tout ce qui est plutôt sous format maison d'hôte, c'est quand même assez adapté à des reconversions totales. Notamment, c'est des métiers sur lesquels on peut se tourner avec une petite formation. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme, et puis on n'est pas obligé d'apprendre à faire la cuisine, ce qui peut prendre du temps quand on veut recevoir, par exemple, on veut ouvrir un resto, on ne va pas apprendre à faire la cuisine en 3 jours. Nous, on est quand même des métiers où l'information elle est très importante, mais on peut se former seulement en quelques jours. Et en l'occurrence, par rapport à ces reconversions professionnelles,
elles ne sont pas très dérangeantes dans le sens où les pros du tourisme eux-mêmes, finalement, j'en ai beaucoup qui participent. J'ai vraiment des gens qui ont qui ont des grandes expériences en tourisme, qui sont là, qui viennent à nos formations, et notamment des directeurs d'office de tourisme, des directeurs de grands groupes de camping, ou des personnes qui ont déjà géré des campings. C'est tout simplement parce que même pour les pros du tourisme, en fait, tout ce qu'on voit dans la formation, l'hébergement insolite, c'est tellement spécifique que ils vont en apprendre finalement autant d'être en reconversion totale ou pro du tourisme. Il y a beaucoup de choses que les pros vont apprendre. Donc, ce n'est pas handicapant d'être en reconversion totale parce que finalement, même les pros ont plein de choses à découvrir par rapport à toutes ces spécificités qu'on va avoir. Ensuite, les motivations. Donc, on a d'abord travaillé pour soi-même à 35% et changer de vie. Alors, la différence entre travailler pour soi-même et changer de vie, c'est le changement de vie, il est plutôt sur le côté vivre, alors il rejoint un petit peu l'autre, c'est vivre plus ouvert. Le côté changement de vie, il englobe un petit peu les deux. J'avais posé la question sur les expériences professionnelles traumatisantes parce que je remarquais qu'il y avait quand même pas mal de monde qui me parlait beaucoup de harcèlement au travail. Et ça, je suis assez surprise. Je trouve ça un petit peu triste qu'il y ait autant de gens qui soient concernés par ça. Et c'est pas évident de quitter un travail dans un cadre comme ça. Et du coup, le fait qu'il y ait justement ce changement de vie dans l'hébergement insolite, qui est à côté où on a l'impression, qu'il y a une manière de vivre plus sereinement. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça attire un peu ces profils-là. Ensuite, par rapport aux tranches d'âge, je dirais que c'est plus là que j'ai eu une surprise, c'est que je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de jeunes de 25 à 35 ans. J'aurais vraiment pensé qu'on était sur une tranche des 35-45 ans plus importante. Et puis voilà, sur les 2 dernières tranches, je ne suis pas surprise. On a quand même des gens qui se lancent dans l'hébergement insolite à l'approche de la retraite et pas forcément en complément, pas forcément financièrement. Il y a des gens, c'est aussi une manière de s'occuper. Et pour information, en Hollande, le profil des porteurs de projets, il est beaucoup plus âgé, il est sur ces 2 dernières tranches d'âge, parce que justement, c'est beaucoup de personnes qui veulent un petit peu s'occuper, en tout cas au début de la retraite. Ou alors, ils arrêtent de travailler un petit peu plus tôt, ils arrêtent de travailler à 55 ans, et justement, dans l'idée de se dire qu'ils vont faire ça pendant une dizaine d'années. Je continue, alors j'ai essayé de faire ce que j'appelle un persona. C'est pas un vrai persona dans le sens où je n'ai pas poussé avec les noms, prénoms du profil des gens, mais un petit peu le profil type là, de ce que je reçois finalement le plus souvent. Alors, il est un peu particulier ce persona, tout d'abord parce qu'en fait, c'est un couple, ce n'est pas une seule personne, vraiment. La plupart des porteurs de projets sont en couple. Alors, avec l'idée qui est une des personnes du couple, et vraiment, c'est soit l'homme, soit la femme, on n'a pas les pourcentages là-dessus, mais je vois bien qu'il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Il y en a un qui va s'arrêter de travailler plus tôt, et puis l'autre qui, lui, gardera plutôt son travail. Et si ça se passe bien, s'il y a besoin au niveau du travail, et si c'est possible financièrement, il viendra rejoindre son conjoint un petit peu plus tard. Mais vraiment, on a ce côté dynamisme du fait d'avoir ces projets en couple, qui est aussi un petit peu obligé par le fait qu'il y a ce changement de vie, justement. Les personnes sont parfois obligées, souvent obligées de déménager. Donc, c'est pour ça peut-être que, dans tous les cas, il vaut mieux que le conjoint soit, de toute façon, comme dans toute création d'entreprise, il faut que le conjoint suive. Là, il suit beaucoup plus. Alors, des personnes mariées avec enfants, plutôt des enfants en bas âge. Enfin, j'ai mis marié d'ailleurs, oui, non, pas forcément, il n'y a pas forcément l'acte de mariage. Quand je dis ça, ça paraît peut-être administratif, il n'y a pas forcément d'acte de mariage. Par contre, avec enfants, et j'ai remarqué, il y a souvent des enfants en bas âge. Alors, ce qui est très surprenant, parce qu'on sait que c'est quand même un métier, l'hébergement, c'est un métier qui va être assez prenant, mais ça arrive quand même beaucoup dans les webinaires notamment, qu'il y ait des enfants qui partagent le webinaire avec nous, des bébés. On a eu beaucoup de bébés. Beaucoup de chats aussi d'ailleurs, mais quand même plus de bébés. Du coup, c'est un couple qui va avoir entre 30 et 40 ans, qui a un niveau scolaire plutôt Bac+2 et qui a un assez bon salaire. Et moi, j'ai toujours été surprise par ça, par certaines personnes que j'ai reçues, des médecins, des huissiers de justice, des notaires, des gens qui, à mon avis, avaient fait beaucoup d'études pour finalement arrêter assez tôt par rapport à cet âge. Et parce que finalement, et on a tous le droit aussi de se tromper, mais ils réalisaient que leur métier, ce n'était pas du tout les choses auxquelles ils s'attendaient. Et donc, ça veut dire qu'il fallait, c'est des personnes qui ont conscience en général
qu'il va y avoir une grosse baisse de salaire, parce que c'est le cas. On va être plutôt, si on est plutôt sur des petits projets, de toute façon, enfin, au début en tout cas, on sait qu'on ne va pas avoir des salaires très importants. Et ça, c'est du coup une surprise que j'ai aussi quand j'échange un petit peu avec les gens par rapport au salaire auquel ils s'attendent. Ils diminuent vraiment. Et les gens, ils sont entre 1800, 2000 euros. Alors, ça ne les gêne pas, alors qu'ils gagnaient peut-être 2500 auparavant. Mais le côté, ils sont prêts à ça parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une vie plus libre, ils n'auront personne au-dessus d'eux, ils auront un rythme un peu plus personnel, c'est-à-dire qu'ils pourront un peu plus adapter le travail aux horaires qu'ils veulent, notamment justement peut-être pour aller chercher les enfants ou pour faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire quand ils sont dans un bureau, hein, tout simplement. Donc, on l'a vu, le projet, c'est une reconversion. Le fait de travailler avec son conjoint est aussi important pour plein de gens. Et pour soi-même, comme on l'a vu. Il y a le fait de vivre à la campagne, notamment parce que les stagiaires vont plutôt être des personnes qui vivent soit dans des gros villages ou dans des petites villes. Et là, ils cherchent des plus petits villages finalement, déjà parce que c'est plus facile pour s'implanter, on va revenir dessus par rapport à l'urbanisme, mais également parce qu'il y a ce côté vraiment retour à la nature, quoi. Ils ont un gros travail à faire pour s'informer et pour se former. Je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire 1 an quand même, mais on reviendra dessus, c'est des complexités un petit peu, le fait de trouver l'information n'est pas évidente. Et ils ont un apport qui va être d'environ 10 000 euros. On va y revenir sur l'apport, sur les détails des apports. Les objectifs de ce changement de vie, c'est vraiment travailler avec des valeurs humaines et écologiques. Alors, j'ai posé la question aussi, on va y arriver juste après. Il y a une notion très importante de transmettre sa volonté de vivre de façon écologique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir un site en zéro déchet, mais pas seulement. Ils veulent aussi former les gens au zéro déchet, et ce qui veut dire qu'ils ont un certain niveau de connaissance. Et s'ils n'ont pas encore, ça rejoint la petite phrase d'avant, ils veulent bien s'informer et se former là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un projet en permaculture, en plus de l'hébergement insolite, ce qui peut être un complément d'activité. Ce qui peut aussi être compliqué, parce que si on n'a pas la formation en permaculture, là, je dirais que se former sur 2 métiers aussi prenants en même temps, ça, c'est pas possible. En fait, il faut vraiment organiser et avoir une sorte, comme un plan de vie, ou appelez-le comme vous voulez, pour vous dire, on va commencer par ça en premier, et financièrement, on tiendra. Ça veut dire qu'on a les économies nécessaires pour se former ensuite, soit dans la permaculture, soit dans l'hébergement insolite. Mais pour moi, on ne peut pas faire les deux en même temps, parce que je considère que, vous voyez, tout ce qu'on voit déjà là, l'hébergement insolite en soi, c'est déjà un gros boulot. Et la permaculture, je dirais qu'il y a quand même une autre dimension. Donc, le fait d'être indépendant, avoir moins de salaire, on accepte d'avoir moins de salaire, mais libre, ça, du coup, comme on vient de le voir. J'arrive justement sur la partie sur les projets. Donc, l'apport personnel n'est pas très élevé. Alors peut-être parce que les personnes que j'accompagne, moi, sont plutôt sur un format de maison d'hôte. J'ai assez peu de personnes qui vont être sur des campings, alors qu'on sait que sur un camping, il faut un apport bien plus conséquent. Sur le format que j'accompagne, moi, qui va plutôt être maison d'hôte, donc chambre d'hôte ou meublé de tourisme sous certaines conditions, les apports ne sont pas très élevés. Donc on a finalement le maximum, le plus gros pourcentage sur les moins de 15 000 euros. Ensuite, on a assez peu au-delà de 100 000 euros et on n'a que 7% qui ont plus de 200 000. Notamment ceux qui sont à plus de 200 000, ils vont plutôt d'ailleurs s'orienter sur un format de camping d'une manière ou d'une autre. On verra un petit peu tout à l'heure par rapport à l'urbanisme, mais parce que c'est une facilité. Le nombre d'hébergements envisagés, du coup, il est en lien, bien sûr, il n'est pas très élevé non plus. Il va plutôt être de 1 à 3 ou en gros jusqu'à 5. Alors, il y a une raison par rapport à la réglementation que vous connaissez peut-être, mais en tout cas, on n'est pas sur des très gros sites, en tout cas pour se lancer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, où les gens, s'il y a le conjoint qui arrive après sur le projet, bien entendu, il y a une augmentation du nombre d'hébergements. Donc là, on est plutôt sur un nombre d'hébergements envisagés dans un premier temps. Et donc, la question sur l'aspect écologique, qui est primordial ou au moins important, finalement, pour 99,5% des gens. Ça se ressent beaucoup dans les formations. Donc, on a ajouté une option sur l'autonomie des hébergements parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas facile non plus. Aujourd'hui, avec les solutions techniques qu'on a, on n'est pas encore
C'est pas très facile d'avoir des hébergements complètement autonomes, et notamment la réglementation vient un petit peu remettre son nez là-dedans en plus. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ces hébergements-là, on a cette grosse, enfin pour les entrepreneurs sur nos hébergements, on a cette grosse volonté. J'ai pas l'impression que nos hébergements soient vus par aussi bien le monde du tourisme durable que par finalement les instances du tourisme ou même l'ADEME. J'ai pas trop l'impression qu'on soit vu comme des hébergements écologiques. Alors, il y a une chose qui explique un peu ça, c'est le fait qu'on a peut-être été perçu à un moment comme ce qu'on appelle du tourisme hors sol. Le tourisme hors sol, c'est par exemple une piste de ski à Dubaï ou un dôme aquatique exotique dans un center parks en France. Je pense qu'on souffre un petit peu de cette image du fait des tipis et des yurts, par exemple, ou d'autres, hein, ou un tonneau qui n'est pas dans un endroit où il y a des vignes. C'est peut-être perçu comme du tourisme hors sol, et du coup, qui fait que ça nous coupe un peu les portes des hébergements écologiques. Donc, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais c'est aussi un projet qu'on a. Donc, le prestataire est déjà contacté pour faire une étude pour comparer justement l'aspect écologique d'un projet en hébergement insolite versus des chambres d'hôtes, un camping ou un meublé de tourisme. Parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques années par une association anglaise, mais l'association a fermé, donc je n'arrive pas à avoir ces chiffres-là. En tout cas, il m'intéresse beaucoup. Et justement, pour pouvoir après mettre en avant le fait que nos hébergements, ils ont, au niveau de la conception, au niveau même de la destruction, à tous les niveaux, en fait, et même dans leur cycle de vie, parce que c'est souvent des hébergements où il y a des toilettes sèches, où les produits qu'on utilise sont plus écologiques. Et puis finalement, cette volonté des gens d'avoir un comportement écologique, il vient compléter ça. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de mettre en avant cette partie-là. Alors, le type d'hébergement qui sont voulus. C'est un mix plutôt sur mes stagiaires. J'ai repris en fait tous les dossiers de mes stagiaires parce que je n'avais pas posé la question, tout simplement, et puis parce qu'en même temps, je savais que j'avais les réponses quelque part. Ils me surprennent pas vraiment, parce que j'avais déjà remarqué que c'était très, très divers. Parmi tout cela, vous voyez en gros, alors on a quand même les cabanes perchées, donc elles regroupent les cabanes dans les arbres et les cabanes sur pilotis. J'ai les détails entre les deux, mais là j'ai regroupé les deux. Donc les cabanes perchées et les cabanes chalets, donc pas perchées, des gens précises en général, qui sont vraiment prédominants. Mais sinon, sur les autres, les pourcentages paraissent assez forts parce qu'il y a encore d'autres hébergements. Je ne vous ai pas tout mis, mais on a quand même... Alors, il y a les tentes lodge qui sont à 6% quand même, mais je ne pouvais pas tout mettre là. Et ensuite, ceux qui sont plutôt sur des 1 ou 2%, on a bien sûr les pods, les igloos ou les pyramides en verre, tout ce qui est tonneau justement, les cabanes elfiques, les cabanes flottantes, qui de façon surprenante sont vraiment très très peu représentées. Les zomes également, donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est un zome, je vous invite à aller voir sur internet, ça s'écrit Z-O-M-E-S. Les tentes suspendues, il y en a très peu aussi, alors que moi c'est un petit peu mes chouchoutes, mais commercialement c'est vrai que c'est pas, au niveau technique c'est pas très facile à gérer. Et puis sinon parmi ça, alors il y avait un avion, une soucoupe volante, 2 caravanes vintage. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'il y avait uniquement 2 personnes qui voulaient créer leur propre hébergement, qui voulaient inventer un nouvel hébergement. Et bizarrement, ces 2 personnes-là sont architectes elles-mêmes. Donc ça me surprend un petit peu parce que ça veut dire que finalement, les gens vont sur de l'insolite, mais préfèrent rester sur des choses quand même déjà existantes ou qui parlent peut-être un peu plus aux gens. La grosse surprise sur cette diapositive, c'est qu'il y en a 13% qui ne savent pas. Et ça, je n'avais pas réalisé en fait que c'était finalement le plus gros pourcentage, il est là. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'hébergement lui-même qui déclenche l'envie de se lancer dans ce projet. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui se disent, il y en a quand même un petit peu bien sûr, mais ce n'est pas de se dire absolument, ah moi je vais faire des cabanes dans les arbres parce que c'est trop beau et parce que j'adore cette expérience. Ils sont plutôt, a priori, intéressés par l'hébergement insolite dans sa globalité. Et notamment, ils viennent aussi à la formation pour voir les avantages et les inconvénients de chacun, les tarifs, et puis pour se décider. Donc, en général, ils disent, ils ne sont pas fermés. Quand ils ne savent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas fermés sur un type d'hébergement. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant, finalement, de voir ces résultats-là, même si je vous dis sur la diversité, je n'étais pas si surprise que ça. Dernière petite chose par rapport à ça, les 3 qui montent, vraiment,
On a les cabanes A qui sont en bas à gauche. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, en France, on les appelle plutôt des tipis bois. Notamment, si vous cherchez sur Google cabane A, vous n'allez pas tellement trouver. Je les appelle quand même comme ça parce que c'est un mot qui est en train d'arriver. Et c'est en tout cas en anglais, c'est le terme qui est très utilisé. C'est notamment des cabanes très, très, très populaires sur les publics anglophones. Notamment quand c'est perdu complètement au milieu de la forêt et qu'il y a une petite lumière là-dedans. Vous mettez une photo comme ça sur Instagram et vous avez 2 millions de likes. Ensuite, on a les dômes. Alors, les dômes et les wigwams que j'ai regroupés dans un même... par la forme, hein, j'ai dû regrouper certains hébergements, bien sûr. Donc, j'ai regroupé au même endroit. De toute façon, les deux connaissent un succès, en fait. Et puis, le dernier, ça va être tout ce qui est hébergement design. Donc, vraiment, si jamais il y en a parmi vous qui voient un de vos hébergements là, même si ce n'est pas vous qui avez pris la photo d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines que c'est moi qui ai pris, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées. Je referai une liste en fait avec l'envoi du replay, je referai une liste pour nommer les personnes parce que c'est dans la formation, je nomme toutes les crédits, les droits d'auteur sur ces hébergements-là, mais là, je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est peut-être le moment d'ailleurs, s'il y a d'autres constructeurs qui n'ont pas encore parlé de leurs hébergements, si vous voulez bien vous présenter rapidement, alors juste s'il vous plaît votre nom et peut-être le site internet ou quelque chose comme ça et le type d'hébergement que vous faites. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, moi ça m'intéresse vraiment de savoir ça. La répartition géographique. Il y a juste une petite surprise sur la région Grand Est où il y a 25 porteurs de projets. Du coup, c'est là où je me trouve. Je ne crois pas que ce soit lié à ça parce que dans les formations, je n'ai jamais remarqué qu'il y avait plus de gens qui venaient de la région Grand Est. Je n'ai jamais trop fait gaffe. Donc, c'est peut-être quand même un petit peu lié. Ça parle peut-être plus aux gens, notamment sur le présentiel. Mais en tout cas, moi, je n'avais jamais, au contraire, je m'étais toujours fait la réflexion inverse. La seule chose que je dirais intéressante à noter, c'est que finalement, c'est assez bien réparti entre l'Est et l'Ouest, et également entre le nord et le sud. On a presque les mêmes chiffres. Et si vous coupez par exemple la région Occitanie en deux, vous mettez 11 d'un côté, 11 de l'autre, on a assez peu d'écart entre l'Est et l'Ouest. Et le nord-sud, je crois qu'on est presque pareil. Pareil, il doit y avoir peut-être 5 hébergements d'écart. Donc c'est intéressant de savoir ça parce que ça veut quand même dire que ce n'est pas un hébergement qui ne parle que aux gens qui habitent dans les régions qui sont un peu plus ensoleillées, on ne va pas se mentir non plus. Ça reste important. Alors, j'avais remarqué que la Bretagne avait un fort succès ces derniers mois. Et bizarrement, c'était l'inverse. Alors, ça reste du coup, ces statistiques sur seulement la dernière année. Il y a un an, je n'aurais pas eu du tout les mêmes chiffres parce que j'avais très peu de porteurs de projets qui venaient de Bretagne. Ça s'expliquait aussi par le fait de la distance. J'arrive sur la partie des contraintes de l'hébergement. Je vous disais vraiment ce qui empêche l'hébergement insolite de se développer en France, à mon avis. Et la première chose, bien entendu, c'est l'urbanisme. Donc, j'ai posé cette question, comment vous considérez l'urbanisme pour votre projet? Et au bout du compte, on se rend compte que 91% des porteurs de projets considèrent que c'est compliqué, très contraignant ou que ça a empêché le projet. Et du coup, il n'y a que 8% pour qui ça n'est pas peu ou pas contraignant. Ça interpelle beaucoup, notamment ça se concrétise par quelque chose d'important, c'est que la durée des projets est bien plus longue que ce que les gens ont en tête quand ils arrivent à ma formation. Et il arrive encore maintenant que des personnes pensent ouvrir, alors quand les gens me disent qu'ils vont ouvrir dans 2 mois, c'est la première chose que je leur dis, c'est que ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Et notamment, on est plutôt sur 2 ans pour un projet en hébergement insolite. Pour quelqu'un qui n'a encore pas le terrain, franchement, c'est difficile. C'est assez difficile de faire moins, ou alors il faut être déjà bien avancé au moins dans ce qu'on veut, avoir déjà des contacts quand même assez avancés. Je fais un petit point rapidement sur l'urbanisme. Pour ceux d'entre vous qui reçoivent des porteurs de projets, pour savoir pourquoi leur expliquer, pourquoi est-ce que c'est si compliqué. Donc, depuis en fait l'année 2014, on a eu 2 arrêtés. Alors, je vous épargne un petit peu les détails, les codes des arrêtés. On a 2 arrêtés différents qui sont venus en fait plomber, si je peux le dire comme ça, l'implantation d'hébergements insolites parce qu'ils ont introduit la fin du mitage des constructions, c'est-à-dire qu'on ne peut plus construire à l'extérieur des villages ou des villes. Et excusez-moi, la notion de continuité des bâtiments existants, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire que de l'extension. Donc, quand je dis on ne peut plus faire que, ça, c'est le texte qui régit donc, le Règlement national d'urbanisme, notre RNU, ce qui est le texte le plus important en France.
alors d'une certaine manière le seul, sauf que ce RNU s'applique tant qu'il n'y a pas de PLU, tant qu'il n'y a pas de plan local d'urbanisme sur la commune. Et à partir de ce moment-là, le plan local d'urbanisme, lui, il peut reprendre un petit peu le RNU, d'ailleurs c'est pour ça que le RNU existe, c'est pour donner une tendance, mais il peut aussi dire tout l'inverse. Le PLU peut dire absolument tout ce qu'il veut. Ce qui fait que quand quelqu'un pose une question sur Internet en disant « est-ce que j'ai le droit d'implanter un hébergement ?» J'ai vu que oui, j'ai vu que non. Et qu'il y a des gens qui répondent en disant « bah oui, vas-y, mon cousin, il habite à tel endroit, il l'a fait », ça me fait toujours faire des bonds de 3 mètres parce que en fait, c'est pas parce que même votre voisin du village à côté à 1 km a pu faire quelque chose que le porteur de projet va pouvoir faire la même chose, puisque en fait, si le plan local d'urbanisme et pas intercommunal, parce que ça peut arriver que ce soit le même, s'il est intercommunal, il regroupe plusieurs communes. Si ce n'est pas le cas, il peut dire des choses complètement différentes. Et donc, on entend toujours « ah ben oui, sur des zones agricoles, on peut faire, ah ben non, on ne peut pas faire ». Ce n'est pas oui ou non, on ne peut pas faire, il n'y a pas de réponse. En fait, la réponse, elle est dans votre plan local d'urbanisme de la commune où vous souhaitez vous implanter. Et du coup, il y a un enjeu très important en ce moment, c'est que les PLU auraient dû être terminés au 31 décembre 2020. Ça n'a pas été le cas. Pas uniquement d'ailleurs à cause des problèmes de Covid. C'était les communes, clairement, elles n'étaient déjà pas prêtes, il ne faut pas se leurrer. Là, par contre, elles sont en train de travailler dessus. Et il y a un certain stade dans la conception des PLU, au-delà de laquelle on ne va plus rien pouvoir faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y a une période d'enquête publique qu'il ne faut absolument pas rater pour parler de son projet et qu'il soit inclus dans ce PLU. Et une fois que l'enquête publique est terminée, bon, ben là, on arrive sur les finalisations, ensuite sur l'arrêté final, et ça peut prendre plusieurs années. Et dans certaines communes, ça peut prendre 15 ans. Des toutes petites communes qui ont voulu faire leur PLU toutes seules, elles ne vont pas se tracasser à refaire ça avant 15 ans. J'ai déjà eu des cas sur des communes de montagne. Et donc, normalement, c'est un peu plus rapide quand même, mais c'est un enjeu important sur l'année 2021 et je pense qu'il y a des choses qui vont se compliquer dès 2022. Par rapport à toute cette réglementation d'urbanisme, c'est pareil, contrairement à ce que vous voyez parfois, il faut forcément, mais alors forcément, avoir une autorisation en urbanisme au-delà de 5 mètres carrés et ou de 3 mois par an dans la même parcelle, qu'on bouge l'hébergement ou pas. Et donc, ces déclarations vont être soit une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de construire. Et donc, c'est une deuxième chose qui me fait faire des bonds de 3 mètres, c'est quand vous voyez sur des sites des personnes qui vous disent que pour tel hébergement, il n'y a pas besoin de permis de construire. Je trouve que c'est un mensonge par omission, parce que non, il n'y a pas besoin de permis de construire, mais il faut certainement un permis d'aménager et en tout cas obligatoirement à minima une déclaration préalable. Et ces fameuses déclarations préalables, il faut savoir 2 choses, c'est qu'elles peuvent être refusées, contrairement finalement à ce que son nom indique, une déclaration préalable. Même moi, je pensais que c'était un truc qu'on posait sur la table de la mairie et on se sauvait en courant pour ne pas avoir à en parler. En fait, on a beau se sauver en courant, cette déclaration, elle peut être refusée. La deuxième chose importante, c'est qu'en fait, ces demandes sont regroupées sur des CERFA. Donc les CERFA, c'est les documents officiels qu'on a, pour l'administration française. Vous avez tous rempli plein de CERFA dans votre vie, même si certaines fois, vous ne le savez pas. Ces CERFA sont regroupés et notamment, c'est le même CERFA qui va servir pour un permis de construire et un permis d'aménager dans certains cas. C'est-à-dire qu'il y a un numéro de CERFA et il y a la petite case en dessous à cocher entre les deux. Ce qui veut dire que les dossiers, alors c'est un peu plus lourd quand même, le permis de construire est quand même un petit peu plus lourd et le délai est un petit peu plus long, mais ne vous bloquez surtout pas à vous dire je vais faire un plus petit projet pour ne pas avoir à faire un permis de construire, parce qu'en fait déjà dans la durée sur un projet professionnel qui va durer, j'espère, une quinzaine d'années et qui va vous permettre de vivre, vous n'êtes pas à vouloir gagner 2 mois au moment de la conception en fait. Donc cet urbanisme, il est hyper contraignant, c'est un gros frein au développement d'hébergements insolites en France. Je trouve ça dommage parce que comme je vous le disais, pour moi, cet hébergement, il peut servir justement en milieu rural à aider des personnes à s'installer. Il y a des solutions, en fait, il y aurait des petites choses à rajouter. On voit bien sûr nous plein de solutions pendant la formation, ce qui est possible aujourd'hui. Il y aurait, en faisant quelques changements dans le RNU notamment, et puis en tout cas dans l'explication qu'on en fait au maire, il y aurait des possibilités de changer la réglementation sur certains points. Je ne veux pas être trop négative sur l'urbanisme, je veux quand même rappeler quelque chose d'important, c'est que
la protection de l'urbanisme en France, ça protège d'abord le tourisme, c'est-à-dire que c'est grâce à cette protection qui, bien qu'elle paraisse peut-être vraiment trop contraignante pour beaucoup, c'est quand même ça qui fait qu'on a un beau pays et qu'on n'a pas le droit de faire des trucs moches, entre guillemets. Donc ça nous protège, nous, enfin le tourisme, le milieu du tourisme encore plus que notre milieu d'habitation qui serait finalement moins important. Je continue parce que j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de temps pour les questions. Donc, les autres contraintes, là, je reviens sur la partie enquête. Donc, je vous ai mis un petit peu les pourcentages en sachant que, bien sûr, la première contrainte, elle va être plutôt financière. Je ne vais pas passer trop de temps sur les autres contraintes, elles sont un peu moins importantes. La question, c'était autres contraintes en dehors de l'urbanisme. Et vous voyez, il y a quand même 24% de gens qui ont parlé du choix du terrain. Parce que finalement, ce qui est compliqué, c'est déjà de trouver le terrain. En fait. C'est vraiment la première étape. Je vous dirais qu'en fait, finalement, après, il n'y a plus rien de très compliqué. Une fois qu'on a trouvé un terrain sur lequel l'urbanisme passe, le reste, il y a un petit peu qu'à rouler, quoi. La deuxième grosse contrainte sur l'hébergement insolite, c'est clairement le mode de gestion. Parce que, en fait, le code du tourisme tel qu'il est là, comme il n'y a pas de définition de l'hébergement insolite, eh bien, les hébergements, le choix qu'on a entre les différents hébergements, il est très peu adapté à ce qu'on a envie de faire ou à ce que l'hébergement insolite permet. Et je vous donne un exemple, c'est que beaucoup de personnes voudraient avoir proposé donc, des services comme dans un hôtel, mais en ayant des hébergements plutôt à l'écart de leur maison. Sauf que, en gros, donc je vous résume un peu l'un des problèmes de mode de gestion. Pour être chambre d'hôte, pour ceux qui ne le savent pas, il faut obligatoirement habiter sur place, c'est la loi française. Et pour être, donc du coup, si les hébergements ne sont pas proches, on ne peut pas être chambre d'hôte. Et s'ils sont loin, dans certaines conditions, ils peuvent être meublés de tourisme, mais ce n'est encore pas toujours le cas. Et si c'est le cas, et bien là, on ne pourra pas fournir tous les services qu'on voudrait, parce que toujours dans la loi française, au niveau des meublés de tourisme, on ne peut fournir que 2 services para-hôteliers. Donc, entre le fait d'accueillir les gens, le fait que les lits soient faits à l'arrivée, le fait de proposer le ménage et le petit déjeuner, il faut choisir uniquement 2 services parmi ceux-là, en sachant qu'en général, quand on fait ce métier, c'est déjà pour accueillir les gens. Donc, les personnes qui veulent avoir des hébergements à l'extérieur de leur maison, sur un terrain à part, par exemple au bord d'un étang dont ils sont propriétaires, eh bien, en fait, le choix du mode de gestion va être assez contraignant parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans les cases. Et là encore, je trouve qu'on est contraint par quelque chose qui serait assez facile à résoudre en changeant la réglementation. Et malheureusement, on en est très loin, puisque comme je vous le disais, ça n'interpelle pas beaucoup les instances du tourisme. En fait, si je vous dis ça, c'est que moi, j'ai essayé. Ça fait des années que j'essaye d'avoir des contacts par rapport à ça. Et vraiment, si je le fais, c'est parce qu'il y a des solutions. En fait, on est vraiment contraint par des choses qui pourraient être réglées. Je termine avec la partie sur les points de vigilance. Donc, des spécificités, vraiment les choses spécifiques qu'on va avoir sur ces hébergements-là. Tout d'abord, l'aspect technique. Donc, il y a plein de choses sur l'aspect technique. Une chose à laquelle les porteurs ne pensent pas assez, enfin pas toujours à mon avis, c'est le côté réparation de l'aspect technique. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses à réparer sur nos hébergements par rapport à la météo, le haut vent, par rapport à plein de choses, que sur une chambre d'hôte classique où les éléments sont un petit peu moins contre nous. Donc, c'est une partie qui peut coûter cher si on n'est pas soi-même assez bon bricoleur. Mais en plus de ça, il y a plein de choses à penser. Par exemple, si vous voulez que les gens restent un petit peu plus longtemps, il faut qu'ils aient l'accès à l'équivalent d'une cuisine. Et donc, il faut un frigidaire. Et là, tac, les gens, ils installent le frigidaire et ils se rendent compte que le frigidaire fait du bruit à l'intérieur. Autre exemple, c'est vraiment sur le côté technique, quelque chose de très important, c'est la distance entre les hébergements. Et je me rends compte que les gens, ils veulent vraiment avoir des hébergements les plus loin possibles les uns des autres parce qu'ils pensent que les clients veulent vraiment être très loin de tout, alors que, attention, tout le monde n'est pas prêt à être carrément Robinson Crusoe et à ne pas entendre à 3 km de toute civilisation. Et surtout, il faut bien alerter les porteurs de projets là-dessus, c'est que c'est surtout pour eux qu'il ne faut pas que les hébergements soient trop loin les uns des autres, parce que le temps passé à aller de l'un à l'autre tous les jours, 5 fois par jour, il est très usant. Et donc ça, c'est pas du tout anecdotique. On peut se dire qu'on va le faire avec une petite golfette ou quelque chose, mais là, ça rejoint du coup, par exemple, l'aspect financier. C'est que oui, ok, mais il faut avoir les moyens pour avoir ce type d'outils. Et encore une fois, qui sont des contraintes, parce qu'il y a de la réparation aussi. Enfin, il y a aussi une capacité à avoir sur ces solutions qui existent.
Il y a un écart entre le projet et la réalité. Alors, sur le côté, justement, maison d'hôte, enfin, par rapport au mode de gestion dont je vous parlais, l'autre écart, il va être sur la période d'ouverture. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être ouvertes toute l'année. Et moi, j'alerte vraiment en disant attention, mais vraiment attention, personne ne peut travailler 365 jours par an, ce n'est pas possible. Il faut absolument vous organiser et financièrement sur votre prévisionnel, calculer, enfin prévoir le fait qu'il va falloir prendre des vacances et à la rigueur, déjà le maximum de vacances possible, mais surtout, comptez bien, vous allez travailler a priori 7 jours sur 7. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Et c'est, je dirais, le principal point d'arrêt des gens, c'est qu'en fait, de s'user au bout d'un an, parce qu'en gros, ils n'ont pas pris une seule journée de congé depuis un an. Dernière chose très importante, la réglementation du tourisme. Il y a plein de choses à savoir. Et bien, notamment, là, c'est peut-être les pros du tourisme sont un peu plus alertes. Mais oui, quand je vous disais, les chambres d'hôtes où il y a une obligation d'habiter sur place, ou en tout cas pas trop loin. Il y a deux autres exemples, mais vraiment parlants, je pense. C'est le fait qu'on ne peut pas aller chercher les gens à la gare. En fait, c'est une réglementation spécifique pour aller chercher vos clients à la gare. Il faut être taxi, tout d'abord, avoir une licence de taxi. Et puis, ça vous fait passer pour une agence de voyage, puisque du coup, vous fournissez deux services différents sur ceux qui font, sur les trois qui font devenir agence de voyage, donc l'hébergement et le transport. Donc, on ne peut pas aller chercher ses clients à la gare. L'autre exemple qui est un peu du même ordre, on ne peut pas non plus aller ne serait-ce que marcher avec ses clients, parce que là, à nouveau, vous prenez le métier des moniteurs éducateurs sportifs, qui eux, donc c'est un diplôme, ils ont fait des études pour ça. Donc marcher ou à vélo ou à cheval, hein, il faut un diplôme. Et puis de nouveau, comme il y a une notion de visite guidée, ça vous fait devenir, enfin il vous faudrait une licence d'agence de voyage pour ça. Donc c'est des exemples parmi parmi tant d'autres, sur des choses qui paraissent peut-être toutes bêtes, qui sont très importantes quand on ne s'est pas renseigné avant. Et voilà, donc j'ai essayé de vous résumer un petit peu quelques points de vigilance là, et vous imaginez bien, du coup, la formation, elle fait 20 heures. Là, on a passé 1 heure ensemble, la formation, elle fait plus de 20 heures. Donc, il y a vraiment plein de choses, beaucoup de choses à savoir. Mais l'idée, c'est que vous ayez quand même les choses, un petit peu les choses de base. Je termine rapidement un dernier exemple sur l'aspect financier. Deux autres exemples par rapport au côté technique dont je vous parlais tout à l'heure. Les grosses dépenses peuvent être comme les barrières pour sécuriser le site. Alors, sécuriser d'un point de vue voleur ou tout simplement d'un point de vue animaux ou encore d'un point de vue visiteur, un simple visiteur. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent assez vite coûter 10 000 ou 15 000 euros. Et dernière chose qui est très spécifique financièrement, c'est pour beaucoup de projets où il y a l'idée d'avoir un site forestier, c'est le coût d'entretien de ce parc forestier. Et tout simplement le coût de la vigilance, en fait, le fait de faire passer quelqu'un tous les ans pour vérifier qu'il n'y a pas d'arbre qui risque de tomber sur les clients. Et donc ça, c'est très spécifique selon l'état de la forêt. Donc l'idée, c'est de faire venir quelqu'un au début, bien sûr, avant même d'acheter le terrain. Et pour un détail, par exemple, quelqu'un qui veut faire une cabane perchée, ça coûte à peu près 1 500 € le fait de faire un état des lieux d'un arbre qui va recevoir une cabane perchée. Donc ça, c'est des choses très importantes sur lesquelles il ne faut pas se rater. Donc voilà, j'ai terminé. Écoutez, je vous propose d'arrêter là, notamment parce qu'on a dépassé cette fois quand même de 10 minutes. Et voilà, et bonne saison justement aux personnes qui sont déjà là aussi. Et puis très bonne continuation à tout le monde. Alors, on ne sait pas encore si on refera ce type de webinaire. Là, pour le moment, c'était un one-shot, on va dire. Alors, bonne journée à tout le monde. Au plaisir.